retour gagnant, on est entre Indian Wells et Miami. C'est une période qu'on adore, des gros tournois. Et qui dit gros tournoi dit gros plateau. On est riche aujourd'hui. Alors, gros plateau déjà avec Olivier Canton à mes côtés. Vous avez vu, hein, le mug. Hein. Ah, il ne ment pas. Le mug ne ment pas. Hein. Spécialiste. Grand spécialiste de la petite balle jaune. C'est moi. T'arrives à lire, c'est bon. C'est moi. Ouais, c'est bon. Il me l'a piqué. En bonne compagnie, Olivier Canton avec Justine. On est contente de te retrouver. Écoutez, j'allais presque dire, si je devais me livrer, que vous m'aviez manqué. Mais là, je ne suis pas sûre, en fait, tout de suite. L'humour, je suis très contente de vous retrouver. Ouais. Tu vois, je voulais lui offrir un mug, et bah tant pis, elle n'en aura pas. Oui, bonjour. C'est très dissipé, du coup, déjà. Hein. Tu vas mettre de une l'ordre personne dans de tout ça. plus, on s'est dissipé. Nocturnus. Parce qu'on a plein de choses à dire. Nocturnus, Alors, The ce Key, t-shirt. 91, album quasiment unique de ce groupe de death metal technique. C'est un album culte pour les fans de death metal. Voilà, il y a du clavier, ce qui est très rare dans le death metal, et c'est du death metal technique. Donc ouais, il faut être un peu puriste. Mais on va être technique. Très bon album. On va être technique aujourd'hui dans Retour Gagnant parce qu'on a plein de choses à débriefer, et notamment ce tournoi d'Indian Wells qui s'est terminé dimanche avec la victoire de Yannick Sinner, la première défaite de Carlos Alcaraz, le retour de Daniil Medvedev au premier plan, finaliste malheureux de cette finale d'Indian Wells. On va parler de cette victoire de Yannick Sinner, déjà 7-6, 7-6 en finale. Il complète sa collection, ça y est, il a gagné tous les Masters 1000 sur dur. C'est vraiment le meilleur joueur sur cette surface. Olivier, Justine, Bertrand, Yannick Sinner, il vous a impressionné sur cette quinzaine. On commence avec Justine, peut-être. Alors moi, il ne m'a pas impressionné forcément, Yannick Sinner. Et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est de le voir s'imposer avec une relative facilité, parce qu'on peut décortiquer. Il a quand même eu des matchs dans lesquels il a été heureusement très accroché. Il y a eu cette finale, bien sûr. On a vu un Fonseca venir le titiller un petit peu, mais en regardant cette finale, dans laquelle il a quand même été bousculé. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail dans la physionomie de ce match et dans ce que Medvedev a montré, mais à la fin, on a quand même la sensation qu'il a une marche. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais en voyant cette finale, dire quand il va décider de pousser un petit peu sur l'accélérateur. D'ailleurs, on voyait quand Medvedev commençait à accélérer la cadence, il y a des moments où le rythme était très élevé. Il a quand même cette capacité à répondre et une gestion des moments qui fait qu'il arrive à émerger. Sa gestion, notamment dans le tie-break du deuxième, il n'y a pas de panique, on ne sent pas de panique au sein de son entourage. Donc, je trouve qu'en termes de gestion, je l'ai trouvé quand même assez brillant sur le tournoi. Mais en termes de jeu, je l'ai déjà vu beaucoup plus même convaincant, et pourtant il gagne Indian Wells pour la première fois de sa carrière en ne perdant pas le moindre set. Ça avait déjà été le cas à la défense, donc il est en train de fonctionner avec une qualité de service exceptionnelle. Donc il y a une gestion des moments assez phénoménale, et il y a évidemment cette confiance sur cette surface qui lui permet d'émerger face à toute sa concurrence aujourd'hui sur cette surface-là, hormis à l'Open d'Australie où les choses ont été plus complexes. Ouais, mais il a gagné maintenant donc l'Open d'Australie, l'US Open et les 6 Masters 1000 sur dur. Donc il va être temps de se mettre à la terre battue pour Yannick Sinner, parce que là il n'a rien gagné. Il n'a pas gagné Roland-Garros, il n'a gagné aucun des 3000 sur terre. D'ailleurs, quand on dit ça, quand on dit il y a 6000 sur dur et 3 sur terre, c'est ce que je disais pendant la finale. Il manque pas une surface là-dedans. Il y a 3 surfaces sur 4, il n'y a pas le gazon, qui est quand même la surface du tournoi le plus prestigieux au monde. Donc, on a déjà fait ce débat. Ouais, mais il devrait y en avoir un sur gazon. Bref, en tout cas, moi j'ai trouvé que Sinner n'était pas non plus particulièrement impressionnant, bien qu'ayant gagné encore tout en 2-7. Il y a des moments où on le sent faire un peu plus de fautes que d'habitude. On a eu des matchs où il était beaucoup plus complet, où il pouvait vraiment écraser vraiment son adversaire en ne lui laissant aucune chance. Là, Medvedev, clairement, a eu sa chance dans les 2 sets. À la limite, ça aurait pu être le score inverse, ça aurait pu être 7-6, 7-6 Medvedev. Mais il faut quand même constater qu'il est au sommet. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas gagné de tournoi encore cette saison. Donc, dès qu'un joueur comme ça ne gagne pas de tournoi pendant 2-3 tournois, on dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» En plus, Alcaraz gagnant tout. Toute l'attention s'est portée uniquement sur Alcaraz. On ne parlait plus du tout de Sinner. Ce qui lui a d'ailleurs peut-être fait du bien. Ouais, ce qui lui a peut-être fait du bien, parce que finalement, il n'a pas forcément envie d'attirer l'attention. Et voilà, il rappelle tout le monde à l'ordre. Il est là pour Indian Wells, il sera sûrement là pour Miami. Il rappelle surtout qu'il n'a pas baissé de niveau. Il a eu un match qu'il n'a pas bien géré contre Djokovic à l'Open d'Australie, parce qu'il a dû se tendre au fur et à mesure et il n'a pas vraiment trouvé de plan B. Et puis contre Mensik à Doha, je n'ai pas vu le match, mais bon... on peut plaider pour l'accident de parcours. Peut-être qu'il était encore un peu joué assis. Moi, j'avais compris le match. Il est capable de battre tout le monde, Mensik, quand il est... Lui était un peu en dessous. Un peu en dedans, ouais. Voilà, donc là, il remet les pendules à l'heure. Il gagne le seul tournoi qui lui manquait. Il y avait de la pression sur cette finale, parce que ni l'un ni l'autre n'avait gagné encore. Et les deux avaient gagné les 5 autres. Donc, celui qui avait gagné faisait le grand chelem des Masters 1000 sur dur. Donc, c'est quand même un Sinner de bonne qualité. Mais en fait,
on est difficile maintenant. On n'est pas impressionné parce qu'on voudrait qu'il joue un match parfait. Quoi. Après, ouais, là, c'était loin d'être parfait. Moi, je vais juste rajouter. Moi, j'attends de voir avant de dire qu'il est revenu vraiment au top. Parce que c'est vrai qu'il y a eu du déchet. C'est vrai qu'il y a eu ça se joue quand même sur 2-3 points sur les tie-breaks. À 5-4 dans le tie-break du premier set. Il rate une amortie, Medvedev va au filet, il laisse passer la balle, mais ça devrait faire 6-4. Ouais, dans le deuxième set, il est mené 4-0 dans le tie-break. Et puis j'aurais aimé voir Medvedev le pousser dans un troisième set dans ces conditions-là. Parce qu'il faisait très chaud et on sait que ça peut être un problème pour Sinner quand ça se durcit, quand il fait très chaud. Et on avait le sentiment quand même dans la fin du deuxième, ça aurait pu être un peu compliqué. Oui, mais justement, ce que dit Justine, c'est vrai. Il ne panique pas à ce moment-là. Il est mené 4-0 dans le tie-break. Il sait probablement que s'il y a un troisième à 35 degrés, c'est pas tellement à son avantage et que ça va être très dur. On le sent un peu commencer à être dans le dur physiquement. Et malgré tout, il gère ses 7 points avec beaucoup de calme, de lucidité. Bien aidé par Medvedev aussi. Ils peuvent s'en vouloir, parce que sur le 4-0, là, je pense... Et c'est tentant, c'est vrai que c'est tentant de perdre un peu d'agressivité. Il a laissé la faute. Ça se joue, et d'ailleurs Scud l'a dit, c'est assez imperceptible, ça se joue à peu de choses. Il commence à passer moins de premières aussi, mais on sait quand même que c'était un gros baromètre aussi pour lui. Il a retrouvé une qualité de jeu aussi, parce qu'il a retrouvé sa première balle avec une surface plus rapide qui lui a permis de retrouver des sensations. Il peut s'en vouloir quand même dans ce tie-break, mais c'est toute la force évidemment d'un joueur comme Sinner. Et d'ailleurs, quand on voit son clan à 4-1, moi ça m'a marqué. On voit son clan l'encourager, il y a un calme, vraiment, ils ont confiance en leur joueur, à sa capacité à réagir. Dans un match comme celui-là, on passe par plein de phases. Moi, j'ai senti à ce moment-là même encore un peu plus de détermination chez Sinner que chez Medvedev, comme s'il était davantage prêt, finalement, peut-être à aller gagner cette finale. Le Russe la voulait, il venait de battre Alcaraz, il avait envie d'aller au bout. Mais on sentait un Sinner, peut-être parce qu'il n'avait pas encore gagné pas de tournoi d'ailleurs depuis le début de l'année. Est-ce qu'il a douté On a plus peut-être, ou certains ont douté, à mon avis, davantage que lui. Il avait envie d'aller chercher cette finale et donc il fallait gérer ces moments-là, je trouve. Ouais, mais alors, je ne sais pas si on parle de Medvedev maintenant ou pas, mais pour moi, l'événement du tournoi, c'est le retour de Medvedev à ce niveau-là. On l'avait vu parfois, par moments, retrouver un bon niveau de jeu, mais aussi reperdre des matchs l'an dernier. Sa spécialité, ça a été de gagner facilement un premier set, de perdre un deuxième set accroché, de perdre en 3 ou en 5 si c'était des matchs un peu plus longs. Là, je l'ai trouvé... Alors, tu as parlé de détermination. Je l'ai trouvé hyper déterminé justement sur le tournoi, notamment contre Alcaraz, croyant en ses chances. Parce que qui croit en ses chances aujourd'hui sur le circuit en rentrant face à Alcaraz et Sinner? Pas grand monde. Et là, je trouvais que Medvedev avait abordé ce tournoi en se disant qu'il pouvait le gagner. Il a fait un match colossal contre Alcaraz, qui lui n'a pas fait un grand match, certes, a fait pas mal d'erreurs, est passé un peu à côté. En 2-7, victoire en 2-7. C'est aussi grâce à Medvedev qui a servi le plomb, qui a été très bon sur sa seconde, notamment 74% de points gagnés sur sa seconde derrière contre Alcaraz. Il a réussi à le maintenir sous les ténoirs, ce que personne n'avait su faire depuis bien longtemps contre l'Espagnol, qui lui a retrouvé un niveau plus bas que ce qu'il avait fait depuis le début de la saison, mais il a été monstrueusement agressif. On a retrouvé le Medvedev en fait des 2 premiers sets de la finale de l'Open d'Australie de 2024, qui lui a permis de mener 2-0 contre Sinner. En 2024, il avait fait ça parce qu'il était rôti complètement, parce que son tournoi avait été très long, il avait eu des matchs très longs. C'était un peu à contre-cœur. Derrière, il avait été battu en 5-7 parce qu'il n'avait plus le carburant pour finir. Mais là, il revient à ça, mais maintenant, je pense, avec Thomas Johansson, de façon volontaire. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'à 30 ans, son jeu de contreur, ça ne va pas suffire. Et donc, il sait qu'il peut être agressif. Il a effectivement, comme l'a dit Justine, retrouvé sa qualité de service qu'il avait perdu, on ne sait pas pourquoi, pendant 2 ans. Honnêtement, il faisait 1-2 aces par match. Il a refait 15-16. C'était peut-être dans la tête. On pensait qu'il avait une blessure, ce qui servait moins fort et tout. Mais en tout cas, il a retrouvé ça. Et quand il retrouve ça, effectivement, il peut mettre son jeu en place derrière. Il a joué des zones dans les 2 matchs là, incroyables. Il a joué des lucarnes. Il joue beaucoup avec son revers, et on a vu d'ailleurs Sinner se tromper au début du match, jouer quasiment tout le temps le revers de Medvedev, Medvedev sur un deuxième coup de raquette derrière son service, en général il fait décalage revers quand il peut. Donc quand il fait décalage revers, on voit bien qu'il est plus à l'aise de ce côté-là. Il a été monstrueux, mais aussi en coup droit, qui a été évidemment un peu plus fragile, ce qui est normal, comme d'habitude, mais pour le reste, on le voit qu'il vient vers l'avant, il vient au filet, il n'est pas très adroit encore, mais il le devient un petit peu plus, parce qu'il commence à le faire en match, et donc à le développer. C'est très intéressant, je pense qu'il développe un nouveau tennis. Équilibre entre il faut encore qu'il progresse au filet. La preuve, c'est que la volée qui fait pas, Olivier en a parlé, à 5-4, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude d'être là. Ouais. Il n'a pas l'habitude. Et donc, une balle, il va moins bien la juger qu'un gars qui vient tout le temps au filet et qui sait à peu près si la balle va rester dedans ou sortir.
Après, il a été monstrueux pendant tout le tournoi, parce que moi j'ai commenté ses 2 tours précédents, son 8e contre Mikkelsen et son quart contre Draper. Il met 6-1 à Draper dans le premier set de son quart de finale, et il était injouable à ce moment-là. Mikkelsen qui venait de battre Fritz et qui jouait très bien en plus. Il a été vraiment très très impressionnant. Il revient dans le top 10 d'ailleurs. Alors, en attendant, le dernier joueur à avoir battu Alcaraz et Sinner sur le même tournoi, ça reste Djokovic au Masters en 2023. Et dans un vrai tournoi, c'est qui ? Je n'ai pas trouvé, enfin je n'ai pas allé chercher. Dans un tournoi autre que le Masters. Un tournoi normal, pas un tournoi comme le Masters où on peut se jouer 2 fois. C'est Rublev à Madrid, qui n'avait pas battu les deux joueurs. Ils étaient tous les deux présents. Mais il a battu les 2 joueurs dans le même tournoi. C'est Djoko, 2023 au Masters, mais c'est sans doute lui sur un autre tournoi, on n'a pas l'info. Je suis sûr que vous, sur YouTube, vous pouvez nous le mettre en commentaire. Un petit mot sur Sinner, quand même, ce qui est rigolo, c'est tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il a traversé ce tournoi dans une relative indifférence, c'est quand même extraordinaire. Ça lui va bien, ces 2 dernières années, sportivement, on le mettait à égalité avec Alcaraz, bon là il est un poil en dessous, mais maintenant en termes de popularité, mais il y a un gouffre abyssal entre les deux, quoi. C'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on a vu pendant toute la quinzaine les hot shots de Alcaraz déguisé en abeille. Mais il y a les Carota Boys encore. Mais on n'a pas du tout parlé de Yannick Sinner. Et je trouve qu'à terme, ça pourrait être aussi un peu une limite. Attention qu'il n'y ait pas qu'un seul joueur qui vampirise tout un tableau. Là, c'est vrai qu'il y a un écart vraiment énorme désormais entre les deux en termes médiatiques. Exactement, il y a la question de la popularité, mais il y a le fait aussi, et c'est vrai qu'ils ont des personnalités très différentes, ils donnent des choses tout à fait différentes, mais il y a quand même une tendance, parce que sur 2 tournois, Sinner ne répond pas présent, alors que sur la fin de saison dernière, on a dit quand même, c'est monstrueux et sur dur, il perd 2 matchs, dont un contre Djokovic, où c'est vrai, il est retombé dans certains travers. Ça pose question sur le moment, mais on sait quand même qu'il va réagir. Mais c'est fou quand même, mais c'est notre monde d'aujourd'hui aussi. Ça y est, il perd 2 matchs. Il bascule un peu dans l'oubli. Voilà, je crois qu'il faut qu'on reste aussi. Ça doit nous rappeler qu'on doit rester extrêmement prudent. On est dans une culture de l'instant. On l'a annoncé perdant pour le tennis, perdu pour le tennis. Tout le monde, certains l'ont mis en finale de ce tournoi. On disait qu'il reviendrait plus. Ça avait commencé à durer un peu. Anne a gagné son premier titre au classement des pronostics. Vous avez vu que je c'est vrai. Mais bon, elle est restée dans cette dynamique olympique. Elle a été très inspirée. C'est ma médaille d'or que j'ai rapportée. Et derrière... Non, mais tu vois, Sinner gagne. On n'en parle pas beaucoup alors qu'il bat un record, tu vois, il gagne tous les temps sur dur, ça n'intéresse que les spécialistes. Au-delà de ça, on est toujours, et c'est normal dans le sport, on est toujours dans une culture de l'instant. Les entraîneurs qui se font virer après 5 défaites, ou les supporters qui disent notre équipe est nulle et qui sifflent, et puis si ça gagne 2 matchs plus tard, qui applaudissent. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Sinner a perdu 2 fois. On dit, moi, je me souviens les pronos des consultants. On a fait en début d'année. Lequel des deux va gagner le plus de grands chelems? La plupart ont dit 55. Sinner 3-1. Beaucoup ont dit Sinner 3 et Alcaraz 1. Et là, connaisseur, c'est encore possible. C'est encore possible. Mais justement, c'est ce que je dis. Là, Alcaraz gagne tous ses matchs du début de saison. Parce qu'il avait. Sinner ne gagne pas de tournoi. Ça, c'est fini. Alcaraz, il va tout gagner. Est-ce qu'il peut aller battre le record de Djokovic? L'an dernier, à la même période, on ne donnait pas cher de la peau d'Alcaraz. Imaginons un Alcaraz qui perd contre Fonseca à Miami. Alcaraz, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Sa saison et peut-être même sa carrière. Mais on est là pour ça. Sinon, il n'y a pas d'émission. Quand même, il faut avoir un petit peu de mauvaise foi. A-t-il encore envie de jouer au tennis, tu vois Va-t-il partir à Ibiza? Après, sur la popularité, c'est aussi dû à son style de jeu et sa personnalité. Ça, on ne le changera pas. C'est vrai qu'il a un style un peu robotique. Ça reste très impressionnant, mais ça ne soulève pas les foules comme Alcaraz. Et après, peut-être pour, je ne sais pas d'ailleurs, pour conclure pour Sinner, justement, encore un petit élément par rapport à Sinner. Il est encore au travail physique. On a parlé de ses problèmes par rapport à la chaleur, on a parlé de ses crampes aussi. À l'Open d'Australie, il en a beaucoup parlé d'ailleurs en arrivant en Australie. Il y a eu un travail physique quand même encore important dans les quelques semaines où c'est possible dans l'entre-saison. On voit que ça reste, donc pendant que nous, on discute de tout ça, des 2 matchs qu'il perd et où certains remettent des choses en question, derrière, ça travaille. Et là, et d'ailleurs, Cahill l'avait évoqué, au niveau de sa maturité physique, il y a encore une marge de progression qui est énorme. Il sait qu'il a des défis à ce niveau-là et il est au boulot par rapport à ça. Il est arrivé une semaine avant à Indian Wells pour s'acclimater à la chaleur parce qu'il s'est bien rendu compte, et tous les détails comptent. Ils savent que dans ces conditions-là, il a plus de mal. Donc, il s'est acclimaté. Et puis, ça peut paraître un détail, mais ça n'en est pas un. Il a demandé à son équipementier maintenant, lorsqu'il jouait des tournois dans ce type de conditions, de lui donner des tenues claires. Là, il a joué avec un rose pâle. Ça lui va mieux. Les tenues des deux. Mais que ça lui va mieux ou pas, jouer en noir à l'US Open ou à l'Open d'Australie, c'est pas bon. Ça attire la noire attire la chaleur. Et je pense que ça devait être assez terrible
On l'a vu même en kaki. Ça semblait pas à un peu l'Open le d'Australie. béaba, de se dire je joue pas. Bah si, mais parfois, s'il n'en parle pas à son équipementier, il reçoit des tenues. Et là, il a demandé maintenant. Mais quand même. Ouais, mais kaki, c'était trop déjà. Il va falloir une matière transparente. Un petit mot sur le beau tournoi d'Arthur Fils, peut-être aussi, parce qu'on a parlé de la finale, Sinner-Medvedev, il revient bien, il défend son quart de finale. Impressionnant, franchement. Encourageant. Tu sens qu'il est encore un peu juste face aux joueurs de la catégorie de Zverev, mais ça revient bien. Surtout, c'est la vitesse, sa capacité en quelques tournois seulement, après de longs mois d'absence, à retrouver ce niveau-là. Très vite. C'est spectaculaire, quoi. Ça veut dire qu'il est déjà totalement relancé. Il perd pas de points par rapport à son quart de finale l'an passé. Et on se dit que si les pépins le laissent de côté, les pépins physiques, pas de raison qu'il ne retrouve pas rapidement une place dans les 15 et peut-être. Je suis d'accord. Après, tout petit bémol, un autre à défendre, le monsieur qui est derrière la console, là, qui est en train de préparer cette émission, j'ai vu avec lui le 8e de finale et il a eu cette réflexion de quel champion. C'était un peu rigolant, mais quel champion, par exemple, d'Arthur Fils. Et j'ai dit, champion des 8e de finale pour l'instant. On va avoir Petit peu Félix Auger-Aliassime. Voilà, petit peu Félix avec la manière. Avec la manière, mais oui, mais c'est un 8e de finale. Et après, on verra si c'est quel champion en quart, quel champion en demi, quel champion en finale. Parce que finalement, c'est ça dont on a envie en France. C'est quand même d'avoir un joueur qui émerge un peu plus loin qu'un quart de finale de Masters 1000. Et là, les 2 matchs importants qu'il a joués pour l'instant, c'est 1 et 2 contre Alcaraz en finale de Doha et contre Zverev 3 et 1 ou 3 et 2, je crois. Donc, c'est des tournois de reprise. C'est quoi, son 4e ou 5e tournoi? C'est 4e ou 5e tournoi, c'est plus un tournoi de reprise. C'est quand même, tu commences à être bien ancré. Il a eu 6 mois d'absence. Après 6 mois d'absence, Federer a gagné un grand chelem, par exemple. Tu vois, non, mais je veux dire, ça dépend de quoi on parle. Tu vois, il joue très très bien, effectivement. Mais maintenant, il va falloir qu'il parvienne à aussi être meilleur dans les derniers tours et face aux meilleurs. C'est très exigeant. C'est très exigeant ce que je dis. C'est en multipliant ces matchs-là qu'il va retrouver le rytre de la compétition. Bien sûr, mais l'an dernier, il n'était pas blessé, mais il a fait quart dans les 3 premiers grands chelems, dans les 3 premiers Masters 1000. Et on s'est dit en France, il a fait quart dans les 3 premiers Masters 1000, c'est génial. Mais oui, mais quart. Mais c'était la première fois. C'était la première fois qu'il atteignait un quart. On était au bord du cours à Monte-Carlo. Justine, elle était au bord du cours avec moi à Monte-Carlo pour la fin de son quart contre Alcaraz. Et tu étais impressionné quand même. Très impressionné, oui. Moi j'étais très impressionné l'année dernière. Je trouve son retour très encourageant. Je suis d'accord avec Bertrand, il faudra voir évidemment. Il y a des caps encore à franchir. L'année passée, il a allé chercher son premier quart de finale dans un Masters 1000. Il n'y a pas beaucoup de temps en carrière, ça passe vite. Si, il y a quand même. Là, il y a encore quand même du temps. Là où c'était déjà intéressant l'année dernière, évidemment, là, ici, il est en train de revenir. Il revient quand même vite, bien, en tout cas déjà à un certain niveau. Il va falloir se maintenir en forme physiquement. Il y a la gestion de carrière, il y a la gestion justement de l'ambition, les moyens en parallèle. Il était dans une phase quand même extrêmement dynamique, mais dans laquelle il a encore beaucoup de choses à apprendre dans les rendez-vous qui vont devenir de plus en plus importants. Je crois que c'est encore un peu tôt pour dire il peut gérer ou non ces moments-là. Moi, je crois qu'il a quand même vous attribuez sa défaite là, contre Zverev à un manque de compétition, un manque de rythme? C'était un jour sans, clairement. Moi, j'ai il l'a déjà battu. Il était tout déjà battu. D'accord, mais là, il prend cher quand même. Et c'est pas que parce que Zverev jouait super bien. Il est quand même passé à côté. Et oui, il est passé à côté. Contre Alcaraz, il est passé à côté aussi. De retrouver l'enchaînement des efforts quand même. Mais il y a encore un travail de fond. Il y a un palier à franchir, je pense. Et des paliers à franchir, c'est tout à fait logique. Alors, il y a un autre joueur qui revenait, on va glisser vers le deuxième thème, c'était Jack Draper, qui revient bien aussi et qui a fait parler, puisqu'il y a eu cette petite polémique sur l'utilisation de la vidéo. Dans son match face à Medvedev, il y a eu deux exemples de l'utilisation de cette vidéo un peu différents. Le double Djoko Tsitsipas face à Rinderknecht Vachereau avec le geste de gêne de Rinderknecht qui est vu et donc qui a été sanctionné. Très très bien. On passe dans le Je peux te faire Draper aussi. T'as l'habitude, toi, de gêner tes adversaires. Tu veux que je fasse Draper aussi après? Et donc, le Medvedev Draper, on a revu l'image là. Dans les émissions aussi, de temps en temps, ils tentent de nous déstabiliser. Et parfois, il y a des fiches qui tombent aussi, attention. Donc là, Jack Draper, il fait un geste parce qu'il pense que la balle de Medvedev est faute. Le jeu continue et à la fin du point que Medvedev a perdu, il va voir l'arbitre et il dit « mais il a fait un geste qui m'a gêné ». On regarde la vidéo et l'arbitre, Aurélie Tourte, dit « bah oui, il y a eu un geste, donc j'accorde le point à Medvedev ». La question qu'on se pose, c'est déjà, est-ce que c'est normal de laisser le point aller au bout ou est-ce qu'il aurait dû, Medvedev, déjà tout de suite signaler l'arbitre? Parce que normalement, c'est ça, on doit tout de suite faire le geste à l'arbitre pour dire
j'ai été gêné. Moi, je me souviens, j'ai commenté le match avec Nicolas Escudé. C'était quand même, c'était très curieux comme situation. On n'a pas bien compris. Le problème de la vidéo, je trouve, là, dans l'utilisation, là, dans cette séquence-là de la vidéo, c'est censé clarifier les choses. Et là, ça complexifie, au contraire, les choses. Parce qu'on n'a rien compris sur ce point précis de la gêne. La gêne. Il y a un flou autour de cette notion. Voilà. Comment tu qualifies une gêne sur un court de tennis? Qu'est-ce qui va te gêner? Tu l'as bien dit, Rinderknecht face à Tsitsipas, quand Tsitsipas il rate son match, tu vois bien qu'il fait sciemment le geste pour le gêner. Et en effet, il provoque la faute. Et c'est le coup juste après. Et Djokovic a raison d'arrêter et de réclamer le point. Là, l'échange se poursuit, la gêne, elle est vraiment pas claire. Draper, je comprends qu'il ne soit pas très content. Medvedev, d'ailleurs, lui-même est dans ses petits souliers parce qu'il sent qu'il est peut-être allé un peu loin. Je m'en remets à l'arbitre. Il dit clairement qu'il n'a pas été gêné, en plus. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que tu qualifies de gêne sur un court de tennis? Qu'est-ce qui va te gêner? Justement, je trouve que c'est enfin l'arbitre retrouve un rôle, parce que l'arbitre de chaise aujourd'hui, avec l'arbitrage électronique, son rôle est quand même limité à donner le score. Il est même plus à encourager des juges de ligne, à leur donner confiance, etc., ou à les déjuger en faisant un overrule. Là, c'est sa responsabilité. Là, c'est sa responsabilité. Alors, ça se voit énormément en double, il faut le savoir, parce qu'en double, il y a beaucoup de joueurs près du filet, et en général, c'est demandé parce qu'un joueur, on estime qu'un adversaire a volleyé de l'autre côté du filet ou a touché le filet. C'est un peu, en général, les deux raisons les plus qu'on voit le plus souvent pour ce genre de demande. En simple, c'est un peu différent. Peut-être que celle de Djokovic a appelé celle de Medvedev, en tout cas. Je trouve ça bien qu'on puisse le faire. Après, par rapport à ta question, je crois que c'est pas comme une balle qu'on voit faute comme avant où il fallait faire un challenge tout de suite. Je crois que là, on a le droit d'attendre puisque de toute façon, l'arbitre après aura la possibilité de revoir et de juger. C'est comme une VAR au foot. Hein. L'arbitre reste finalement le maître du jeu et décide en son âme et conscience s'il y a eu gêne ou pas. Ce qu'il faudrait pas, c'est que là, dans les deux demandes qu'il y a eu, l'arbitre elle est vers à donner raison au demandeur. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il faudra dire non, pas du tout gêné. Pour moi, il n'y a pas de gêne, donc le point reste pour. Oui, parce que trouver la limite. On avait vu avec Sabalenka, l'Open d'Australie, où là, ça a été une intervention immédiate de l'arbitre. Elle avait eu son cri, elle pensait que sa balle sortait. Donc là, il n'y a pas eu de demande, c'est l'arbitre qui est intervenu en disant là, il y a une gêne parce que c'était après la mais toi, qu'est-ce qui te gêne, toi, ça te gêne? Non, mais quand tu vois les images, est-ce que c'est gênant ou pas? Ce qu'on peut voir aussi dans tout ça, parce que je pense que quand on a été joueur, on a tous été à un moment de mauvaise foi sur un cours de tennis. Draper qui dit non, mais non, j'ai pas vraiment. Si, enfin voilà. Quand Serena Williams, Roland Garros, un peu de mauvaise foi. Et puis Medvedev qui dit je suis gêné, c'est de mauvaise foi. Et puis derrière, non, je comprends. Bon voilà, quand on est dans l'instant, on peut de temps en temps, un petit peu manquer de nuances ou de discernement sur la situation. Là maintenant, on a la vidéo qui est à disposition. Les arbitres vont l'utiliser de plus en plus. Moi, je savais pas non plus qu'on pouvait laisser le point se jouer. Ça, c'est un peu perturbant, je trouve, dans cette situation-là sur le cas de Rinderknecht. Là, il n'y a pas de débat. Non, mais il faut pas que ça devienne systématique. Il y a eu deux. Je pense qu'on revient à un moment historique. On va peut-être en faire l'heure de vérité, Justine. Là, on passe en noir et blanc. Ce fameux match contre Serena Williams à Roland Garros. Nous regarderons les images ensemble, Bertrand. C'est mauvaise foi? Un petit peu de mauvaise foi. Elle l'avoue, 23 ans après. Et donc la règle est mal faite? Il ne faut pas créer un monstre, quoi. Il faut donner des limites tout de suite, parce que sinon tu te demandes, ça va être systématique. Parce que là, on a eu deux fois. Tu vas jouer un point, tu vas le perdre, tu vas dire il m'a pas gêné là, à ce moment-là, il y a 4 coups. Ça peut, oui, ça peut vite. C'est l'arbitre qui doit être. Après, il y a des trucs. Savoir dire non. Moi, j'ai vu un match, peu importe, de Liga, il y a pas longtemps, où il y a eu 2 situations litigieuses de penalty, 7 minutes d'un côté, 7 minutes de l'autre, 14 minutes de temps additionnel. Là, c'est pas possible. Donc, il faut aussi que ça aille plus vite. Et tu peux faire un parallèle avec le rugby, où la règle au départ, c'était pour savoir si tu avais bien aplati dans l'embut. Et maintenant, tu peux reculer. Tu peux dire alors, au début de l'action, on revient plutôt dans l'action. Au début de l'action, bah oui. Donc, finalement, il y a eu un en avant. Oui, mais ça marche plus, ça. Bon, plus de vidéo, quoi. Voilà. Non, mais si, ça reste quand même. C'est un progrès, quand même. Oui, mais en fait, le truc, c'est que l'endurance, normalement, comme ça reste trop flou. Non, mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. Donc je pense que finalement, si l'arbitre le dit pas pendant l'échange, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas eu. Oui. Et revenir après, c'est un peu bizarre. En fait. Ce serait à l'arbitre. Ou alors il n'a pas vu le geste de Rinderknecht. Peut-être que l'arbitre à ce moment-là, il est en train de regarder de l'autre côté, du côté de Tsitsipas et Djokovic, il ne voit pas. Ça peut arriver. En tout cas, la poignée de main a été très fraîche entre Djokovic et Rinderknecht, mais pour une raison qui est évidente, c'est que Rinderknecht a été justement de mauvaise foi. Et il a rien fait. Ouais, il a été un peu de mauvaise foi.
Et ça n'a pas plu, je pense, à Novak Djokovic qui est derrière, même si c'est un double, était un peu fâché. Mais Oui, là, c'est un les peu arbitres, chaud, ils ont pas les mêmes. Parce qu'il y avait eu l'exemple à l'Open d'Australie en 2025 entre Swiatek et Navarro. Elle fait une balle courte, Navarro. Swiatek la prend et marque le point. Et Navarro dit derrière, elle a doublé la balle. Je veux voir la vidéo. Et l'arbitre dit, non, il fallait la demander tout de suite. Donc là, il n'y a pas de débat. Ah oui, mais c'était en cours d'échange, un échange qui a duré encore après. Il a duré, il y a eu un coup ou deux, mais plus court que l'échange entre Draper et Medvedev, qui a encore duré quand même pas mal. Ouais. Et là, l'arbitre a tout de suite dit non, il fallait demander avant. Donc, en plus, là, ils n'ont quand même pas les mêmes règles, en finale de l'US Open 2011 féminine, il y a eu endurance pour Serena Williams contre Stosur, à un moment donné sur un cri, parce qu'elle pensait que sa balle sortait et qu'en fait elle est restée en jeu. Elle a eu endurance, point perdu, elle a rien dit. Et c'est Serena Williams pourtant, elle a rien dit. Elle a accepté. Ça m'étonne. Elle a accepté. Mais c'était un jour sans un peu. Elle avait perdu cette finale, mais elle avait rien dit. Donc ça peut venir de l'arbitre, et c'est encore mieux si ça vient directement de l'arbitre. Comme ça, au moins, il y a l'autre. Là, ce qui est terrible, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en plus, c'était à 5-5. C'était à 5-5 dans le. 0-15. Ou 6-5 même. 6-5 dans c'est à 5-5. Et il perd son service là-dessus, Draper. Mais la différence pour l'arbitre, c'est qu'aujourd'hui, s'il donne endurance, le joueur peut demander la vidéo. Donc il y a une pression pour l'arbitre, il y a plus de pression. Ça peut montrer une vraie erreur de l'arbitre. Si on avait rejoué avant, il disait endurance, on ne voyait pas, les adversaires ne revoyaient pas, il n'y a pas de vidéo, on passait à autre chose. Là, maintenant, on peut avoir la vérification. C'est comme sur les balles doublées. Il y a eu, je ne sais pas si c'est là, je crois que c'était à Dubaï, où il y a eu l'arbitre a donné une balle doublée sur un joueur qui a demandé la vidéo. Ça n'avait pas doublé. Non, elle n'a pas doublé. Donc, c'est là que c'est un progrès. Les arbitres. On évite une erreur d'arbitrage. Mais pour l'arbitre, comme les joueurs. Pour l'arbitre, c'est pas bon. Ça, il perd des points. Il n'y a pas aller en finale après, parce qu'eux aussi, ils jouent leur. Oui, mais ça vient en tout cas donner raison à ceux qui plaident pour l'utilisation de la vidéo, puisque ça vient réparer une injustice. Voilà, mais ça n'incite pas les arbitres, je pense, à prendre leurs responsabilités comme ils le faisaient avant. C'est un équilibre. C'est comme le juge de ligne de touche maintenant au foot qui ne lève plus jamais son drapeau, qui attend la fin de l'action, parce qu'il se dit il peut y avoir VAR et je peux me tromper. C'est un peu pareil. Là, ils se disent si j'interviens et qu'on voit à la vidéo que j'ai eu tort, voilà. Donc. En tout cas, l'arbitrage vidéo sera disponible cette saison sur tous les ATP 500. Pour l'instant, c'est en 1000 et en Grand Chelem. Oui. Et en 2027, étendu au tournoi 250. Donc voilà, ça va continuer à. Après, sur la question du timing, on peut se dire est-ce que ça n'influence pas la fin? On ne peut pas non plus il faut ramener pas, un match, évidemment, à ce moment-là. Il y a une grande domination. Question aussi des Russes. À la joueuse que tu as été, est-ce que dans un moment d'un match, pour toi, ce que fait l'adversaire, ça peut être endurance, parce que tu es moins concentré, puis à un autre moment, en fait, tu ne vas même pas l'entendre. Bien sûr, on est pris dans un contexte, on est pris dans des émotions, on peut être pris parce que son adversaire a eu un certain comportement dans des matchs précédents, ou même dans ce match-là, je ne dis pas que c'était le cas ici, mais on est dans un contexte émotionnel où il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc les arbitres se trompent, les joueurs peuvent se tromper aussi dans leur ressenti, dans leur perception des choses. Heureusement, ça nous ramène quand même finalement quelque chose quelque chose de très humain, finalement, tout ça. Et un peu de dramaturgie. On ne peut pas avoir des réactions parfaites en permanence sur le cours non plus. Un peu de dramaturgie aussi, parce que ça commence à manquer avec l'arbitrage électronique. Oui, ce sera aseptisé sinon. C'est un peu aseptisé. Quand vous revoyez des matchs de John McEnroe à l'époque, c'était too much, peut-être c'était trop, mais la dramaturgie, elle était pendant tout le match. Et il y a une pression colossale. Et quand c'était sur terre battue, qu'on donnait une balle faute à Connors et qu'il allait passer le filet pour aller effacer la marque avant que l'arbitre descende, ça, c'est des trucs qu'on ne verra plus. Bah oui. Il y a des choses, c'est bien qu'on ne les voit plus quand même. Ouais, mais c'est fantastique, ça. C'est 50 ans après, on en parle encore, quoi. C'était mieux avant. Non, mais il y avait peut-être une sorte de dramaturgie, un peu plus de froideur maintenant, comme les discours lénifiants des joueurs lors des cérémonies. Je remercie. D'abord, bravo à mon adversaire. Sinner, c'est terrible. Il n'a plus besoin de le faire. Medvedev, on peut préenregistrer. Oui, non, mais Medvedev, il a fait à peu près le même, mais au moins, il rajoute toujours un petit truc en plus. Oui, sur la surface. Là, ça lui a bien plu. Merci, vous m'avez écouté. Sinner, c'est effrayant. Il y a Alcaraz aussi, les deux. Je les mets dans le même panier. Là. Ils sont formatés. Sans compter le 1. Je t'ai battu 6-1, 6-2, mais quand tu sors. Non, alors c'est comme ça. Alors ça, c'est. Je sais pas ce qu'ils ont avec les mains. Ils font tous ça maintenant. Ils font tous ça parce que ça gagne. Il y a des modes comme ça. Alors maintenant, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont avec leurs doigts? Ça gagne. Alors je me dis, ça crampe, peut-être, ils serrent tellement la raquette que tu vois, ils ont. Ça pardonne pas. Alors, mais là, il faut le faire sur un 6-2, 6-2, il ne faut pas oublier de le faire. Allez, bravo, quel tournoi t'as fait. Vous imaginez à quel point ils sont scrutés partout. On est impitoyable, on est impitoyable. Non, finalement, vous ne m'avez pas manqué.
reviens sur J'aimerais bien aller voir un qualif où il n'y a personne si ça applaudit l'adversaire qui sort du terrain. Ça m'étonnerait. Là, on est dans la bonne compète. La compète continue d'ailleurs. Oui. Cap sur Miami avec une première bonne nouvelle. Et on va en parler puisque Nicolas Mahut n'est pas là. Moïse Kouamé est invité à disputer le Masters 1000 de Miami. Ce sera son premier Masters 1000 dans le tableau principal, puisqu'il avait disputé des qualifications à Madrid l'an dernier. Il avait perdu contre Botic van de Zandschulp. Là, c'est une grande première pour lui. On est content de voir que Moïse Kouamé va continuer à progresser, à prendre de l'expérience On est dans un content, on tournoi va de voir ce ce que ça va niveau-là. donner. S'il arrive à rivaliser, on sera content. S'il gagne, on sera très heureux. S'il prend une raclée, on sera... Il joue quart au premier tour. Non, il joue qualifier au premier tour. Ouais. Qui passe Attention, bien, qui passe des tours parfois, qui même va parfois au Il bout n'est de pas tournoi. contre le Lucky Loser, non 17 ans, il est quoi? Ça Il est peut- le Lucky Loser, c'est encore mieux, parfois. Il est quoi? Il est 385, 385e, je crois. On va voir. C'est rigolo parce que oui, Nicolas Mahut il a été pris dans une petite bulle médiatique, tempête médiatique, parce qu'il a estimé qu'on en faisait trop sur Moïse Kouamé après ses victoires en Challenger à Lille. Et il a été repris par quelques journalistes. Alors vraiment, c'est une micro-tempête, mais je dis à Nicolas, tu découvres ce que c'est maintenant, le monde des médias. C'est rigolo parce qu'on commentait Il ensemble. s'expose. Et en fait, cette phrase-là a été sortie un peu de son contexte. C'est ce qu'il avait déclaré pendant un match que l'on commentait Nous sommes écoutés. tous les deux. C'est bon Bon, signe. on verra. On est déjà très heureux d'avoir un Français performant à 17 ans, qu'on puisse en parler. On va voir. Je sais pas, moi, très honnêtement, je l'ai jamais vu jouer, Moïse Kouamé. J'ai vu des images. J'en ai parlé avec des confrères qui étaient à Lille, qui ont été tous Challenger favorablement impressionné. qu'il a gagné. On dit vraiment, il est très très bon. Il doit encore évidemment progresser. Il est en phase de construction, mais bon, moi je l'ai jamais vu jouer. Donc Justine le connaît bien. Moi, je le connais. Oui, je connais bien Moïse parce qu'il est resté pendant 1 an et demi dans mon académie. C'est un gamin, parce qu'il est encore très jeune, extrêmement ambitieux. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, cette wildcard pour lui, parce qu'il va être là où il veut être. C'est vrai qu'il y a, et ça c'est toujours un peu le danger, une forme d'urgence chez lui. Ça c'est lié à son ambition. Donc c'est un peu ça la nature des messages aussi, c'est de dire, mais laissons aussi les gens avoir de l'ambition. Ça n'empêche que derrière, j'ai écouté Laurent Vergne et Georges Goven dans Retour gagnant il y a peu de temps d'ailleurs, en disant les qualités sont là, mais ça ne prédit jamais de rien. Il y a tellement de choses qui doivent se mettre en place. Alors c'est vrai que ce classement-là, c'est le plus jeune, de cet âge-là, c'est le joueur le mieux classé. Il va avoir une wildcard dans un tournoi qui appartient à la société de management qui le gère. Donc c'est une opportunité, évidemment en or. Je pense qu'ils ont raison de lui proposer. Il va aller prendre sa chance, il va aller vivre une expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'il fasse quelque chose de grand à Miami, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre non plus à ce qu'il perde au premier tour. Il y a tellement de choses qui vont se passer parce qu'il est très jeune, parce qu'il y a des défis physiques. C'est vrai qu'il a quand même une blessure assez sérieuse l'année dernière au dos, parce qu'il y a des dangers. Ici, on voit qu'il enchaîne les semaines de compétition. Hein. Il aura enchaîné 5 ou 6 semaines de compétition. Donc, il y a cette forme d'urgence qui peut... c'est bon signe parce qu'il a envie. Moïse, il est son propre moteur. Il n'y a personne qui vient nourrir sa motivation. C'est vraiment là où il veut être. Mais après, le chemin, il est tellement long et semé d'embûches et d'obstacles qu'on verra ce que ça va donner. Potentiel, il est là. Et c'est vrai qu'il dégage déjà beaucoup de maturité, comme le disait Laurent Verne. On verra si ça peut lui servir. C'est marrant, comme entraîneur, avec Laurent Raymond, l'entraîneur de l'équipe de France. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que là, on se pose une question sur une wildcard dans un Masters 1000 à 17 ans. Si on met un peu en perspective, il faut rappeler qu'il y a quelques nombreuses années maintenant, Michael Chang a gagné un grand chelem à 17 ans et que Mats Wilander a gagné aussi un grand chelem à 17 ans. Donc il y a des joueurs qui sont plus précoces que d'autres. Évidemment, et là, je rejoins Justine. Exactement. La dimension physique n'est plus du tout la même. Donc, effectivement, maintenant, on n'est pas forcément prêt physiquement à 17 ans par rapport à ce que demande aujourd'hui la compétition. Mais Sinner, il a effectivement énormément progressé entre sa première finale de 1000 à Miami, par exemple, et après, tennistiquement et physiquement, c'est plus du tout le même joueur. Je suis d'accord. Mais après, pour ce qui est des wildcards, alors, il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est. Que James Blake dit attendez, on va regarder qui sont les meilleurs jeunes, on va leur donner une wildcard. C'est une question d'agent, c'est des IMG, c'est des agents, c'est IMG. Et il y avait eu Federico Cina qui en avait une l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, un Italien qui avait 17 ans aussi. Cina. Je te reprenais pas sur la... Après, c'est normal que les sociétés de management fassent leur boulot, de aussi pouvoir... Oui, voilà, donc non, bien sûr, mais pour dire... En même temps, ils ont non, mais il a raison, il ne faut pas être dupe non plus. C'est pas... Personne ne l'est, je pense, là. Non, voilà, en même temps, ça reste une opportunité. Après, c'est leur rôle aussi, et ça, c'est quand même quelque chose toujours de compliqué, c'est aussi leur rôle de protéger leurs joueurs. Donc, voilà, un succès, c'est aussi une gestion de carrière. Et ces étapes-là, à cet âge-là, elles sont...
évidemment très importante. Oui, il y a toute la question de la stabilité dans son environnement. C'est vrai que Moïse a déjà changé beaucoup de structures et d'entraîneurs. Aujourd'hui, il a une opportunité aussi d'être extrêmement bien encadré, mais ces choses-là ne se décident pas, elles se ressentent. Il faudra aussi qu'il apprenne à reconnaître les bonnes rencontres, les personnes qui vont être capables de lui apporter ce dont il a besoin à ce moment-là et de pouvoir garder ses perspectives aussi moyen et long terme, parce qu'à 17 ans, il a cette fougue. Et ça, il ne faudra pas lui enlever, mais en même temps, développer vraiment des rapports de confiance avec les gens qui l'entourent, ça, je pense que ce sera dans son développement absolument capital. Alors, il y a une autre invitée à Miami, c'est une jeune Autrichienne, Lili Tager, qui a remporté Roland-Garros Junior l'an dernier et qui a une particularité, c'est un revers à une main dans ce C'est une belle qualité, circuit féminin. C'est déjà une grande qualité. C'est la seule, elle devrait déjà avoir gagné le tournoi. Alors, moi, j'arrive à la on avait envie de l'ITF, parler de ce revers à une main. Je t'interdis le revers à deux mains. En Voilà, comme ça, profitant c'est de la reine Justine avec nous en plateau, puisqu'on a souvent parlé de le revers à une main chez les garçons. 53 grands c'est en chelems voie pour de Justine. disparition. Chez les filles, c'est encore plus en danger, puisqu'il n'y en a plus que 3 dans le top 100. Donc Lili Tager n'y est pas encore. Il y a Diane Parry, Tatiana Maria et Victoria Golubic. Diane Parry qui désormais retourne à deux mains. Et Tatiana Maria qui n'est elle vient de changer ça. en tout début de carrière. Juste Tatiana le Maria, retour. Oui, mais elle a gagné le Queen's l'an dernier. Oui, Tatiana c'est vrai, Maria, voilà. avec un revers à une main. Avec leur Spice. Sur le retour, mais c'est des options qui doivent se conseiller. Mon père, à l'époque, quand j'étais forcément très jeune, a essayé de me convaincre absolument de retourner à deux mains. Il me disait, mais non, tu auras plus de force. Et donc j'ai lutté, résisté. J'ai développé mon revers bloqué. Et puis, je lui ai écrit au papa, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut résister. Non, mais ça reste des options qui peuvent être intéressantes, évidemment, pour des joueuses qui ressentent. Ça prouve que c'est un problème, le revers à une main. On a eu des grandes championnes avec un revers à une main. sûr. C'est parce que le tennis évolue qu'aujourd'hui. Quand tu vois Sabalenka, quand tu vois la plus finale, gagner. Sabalenka-Rybakina, avec la puissance qu'elle dégage avec Bien leur sûr. revers à C'est deux encore mains. possible, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place, à travailler, à construire. Moi, j'aime beaucoup cette joueuse. Tager, elle est entraînée par Francesca Schiavone, qui avait un revers à une main. Donc elle est quand même entre de bonnes mains. C'est une joueuse. Schiavone a évolué en cours de carrière. Elle avait d'abord un revers à deux mains. Elle a eu ensuite un revers à une main. Oui, c'est vrai. Et ici, comme Lili elle Tager. est à 11-12 ans. Elle a décidé de changer. Elle avait fait un pari apparemment avec son coach. Elle est belle, la photo. Magnifique. raquette, non, ça. mais après, ça partir en reste. slice, ça. On a, je pense, sur les dernières années, des joueuses qui ont été capables, avec leur revers à une main, de développer toute une série de choses qui leur ont permis de combattre aussi cette puissance. Tager, elle a une marge de progression encore aussi sur le plan technique. Puis il y a énormément de choses sur le plan physique qui doivent se mettre autour. À partir du moment où on a une bonne, je pense que le slice restera un axe de développement important. À partir du moment où, quand on voit Mauresmo aussi, comment elle a été capable d'utiliser son revers à une main, utiliser beaucoup de volume, mais se défendre avec son slash, changer le rythme. Ça nécessite aussi physiquement d'être extrêmement rapide, d'être extrêmement bien placé. À deux mains, de temps en temps, on n'est pas bien placé, on peut compenser beaucoup plus facilement. Donc il y a énormément de choses qui doivent se construire autour. Et pour Tager, je suis vraiment curieuse de voir une évolution quand même très rapide en termes de classement. Elle a un jeu assez complet. Elle a un gabarit, elle mesure quand même 1m85, Oui. donc c'est encore, c'est une autre taille aussi. Et donc il y a des choses qui doivent se mettre, à mon avis, physiquement en place autour, même musculairement, encore des choses qui peuvent se développer pour gagner encore de la qualité sur ce revers à une main. Mais c'est beau, c'est complet. Mais tu crois qu'on retrouvera une championne, une joueuse du top 10, top 5 avec un J'espère. revers à une Comme main? on a vu sur la liste des vainqueurs de Grand Est-ce que ça Chelem. reviendra, ça? J'espère. Top 5, il y en a un chez les garçons? Non, mais chez les On filles. peut pas dire ça va plus jamais arriver. Alors c'est vrai que moins il y en a, moins ça va inspirer forcément. Et puis c'est vrai que finalement très tôt, des petites filles qui auraient peut-être des envies, très vite on rentre on corrige. Et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'en parallèle il faut respecter quand même aussi elle voulait jouer à une main. Donc il y a eu ce choix aussi, ça a été respecté. Et donc on développe toute une série de choses autour. Ça ajuste un petit peu aussi la manière de travailler. Moins il y en a, moins ça va inspirer. Mais qui sait. Moi, je ne veux pas fermer la porte définitivement. Ce serait terriblement triste pour. Toi, dans ton académie, tu as des joueuses qui ont un revers à une main? Son fils a un revers à deux mains. Alors, il était à une main tout petit. Ils ont voulu le faire passer à deux mains. Maintenant, ils se demandent si on ne va pas le faire repasser une main. Je me tiens de tout ça à grande distance. Ils ont été virés de Manu Militari, bien sûr, ceux qui ont voulu le faire passer à deux mains. Non, mais je leur ai dit de bien réfléchir. Tu vois. Non, mais après, on voit moi, j'ai vu là
des jeunes joueurs, 11-12 ans, qui étaient à revers à une main, qui ont décidé maintenant de faire un changement. Parfois, voilà, c'est nécessaire, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. L'inverse est vrai aussi, je pense que chaque enfant est unique, mais c'est clair que c'est pas très vendeur aujourd'hui de dire si, dans ce tennis-là, extrêmement rapide, extrêmement puissant, à une main, ça va bien se passer. Il y en a plus chez les garçons. Oui, justement, ce qui est intéressant de ce que tu as dit, il est très fort. Tu as dit que Tatiana Maria avait gagné le Queens. Chez les filles, elles sont quand même habituées à frapper très fort, en cadence, effectivement avec des revers à deux mains. C'est moins varié que chez les hommes. C'est beaucoup moins varié que chez les hommes. Si ça commence à varier plus, il y a une joueuse qui arrive avec un revers à une main solide, 1m85, on a dit, qui sert bien, qui a un bon coup droit, mais qui peut se servir d'un revers à une main comme le font, comme faisait Federer ou comme le fait Musetti aujourd'hui, ça peut être très intéressant, je pense, chez les filles, ça peut être une arme. Chez les garçons, je suis beaucoup plus circonspect parce que d'abord, ils ont un aspect physique qui leur permet de mettre déjà au service un kick énorme sur le revers d'un joueur au service, sur un retour à une main qui va avoir du mal. On en a parlé il n'y a pas longtemps d'un retour gagnant. Tsitsipas, c'est un beau joueur de tennis, c'est un très beau joueur mais aujourd'hui, c'est plus, malheureusement, c'est plus un tennis qui gagne. Il n'a pas travaillé non plus correctement, quelque part, sur son revers pour vraiment améliorer sa qualité de slice, de retour. On voit quand même qu'il y a encore des joueurs avec un revers à une main et qui s'en sortent extrêmement bien. Si on prend un oui, mais quand tu vois Diane Paré qui travaille son retour à deux mains, c'est quand même que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que physiquement, elle n'est pas prête. C'est ce qu'elle explique très bien. Julie Coin, sa coach sur Eurosport.fr, elle explique, elle dit, ben voilà, le retour, il faut plus de puissance. Le retour est devenu hyper important dans le tennis moderne. Il faut tout de suite prendre l'avantage. Donc, quand je devais tourner Serena, ça descendait vite. C'est exactement ce qu'a dit Carla Suarez Navarro. Elle a dit, si je devais rejouer au tennis, je jouerais avec un revers à deux mains. Oh non, elle avait un revers magnifique en plus. Ah oui, mais s'il faut retourner Sabalenka pendant 2 heures, c'est trop difficile. Oui, d'accord. Mais justement, la question, OK, on a parlé de... C'est qui, je parlais de qui? Tsitsipas. On prend l'exemple plus extrême, Federer. Federer, sur terre battue contre Nadal, ne pouvait strictement rien faire avec son revers à une main, de par la qualité de service, le service extérieur de Nadal. Bon, OK, c'est Nadal. Sur terre, mais il ne perdait que face à Nadal. Tous les autres, il les battait. Ah oui, mais pourquoi? Parce qu'il avait un revers à une main. Pourquoi Djokovic, lui, a pris l'ascendant sur Nadal? Parce qu'il avait justement un revers sur lequel Nadal lui faisait pas mal avec son coup droit. D'accord, mais quelque part, avec forcément son revers, ça lui a permis, quand on lâche la main, de faire beaucoup plus de choses en termes d'amorti. Wawrinka, il gagne les Roland-Garros son revers court slicé, court croisé slicé, Federer, il en a gagné des points aussi avec celui-là. Donc, ça veut dire, il y a des zones dans lesquelles peut-être on est moins à l'aise, et puis il y a des choses aussi que ça apporte. Je ne suis pas là pour le vendre ou le défendre à outrance. J'espère juste que ce n'est pas totalement mort et qu'on verra encore des exemples. Il a quand même eu un exemple fantastique dans la finale, Sinner. Le passing. C'est ce que j'allais dire. Il était surpris. Il s'est C'était surpris Federer, franchement. C'était un petit passing. Il va le bosser, c'est sûr, il va le refaire. Bien sûr. Oui, il fait évoluer des choses. Mais Federer a fait évoluer son revers à une main. Il gagne la finale de 2017 à l'Open d'Australie en utilisant son revers et en tenant la diagonale. Beaucoup plus, c'est vrai. Chez les filles, j'y crois assez peu quand même. Retour du revers à une main chez les filles. Un retour, c'est difficile. Mais l'exemple, Tatiana Maria doit germer. J'ai été tellement impressionné par la finale d'Indian Wells entre Rybakina et Sabalenka. Tu te dis, mais comment c'est possible de développer une telle puissance? Vite, hein. Ah ouais. La balle de match sauvée par Sabalenka, la vitesse de son revers. Tu viens de violence, t'aimes beaucoup la violence. Elle est très violente. C'est pas un doux, Olivier, quand on sait pas un romantique, c'est pas un poète. Tu m'as vu sur un terrain, c'est vraiment... C'est un destructeur, complètement. Gros mental, gros physique. C'est vraiment mes deux grandes qualités. Si tu t'habilles tout seul pour j'ai une petite question. Est-ce que si Ivo Karlovic avait un revers à deux mains, il aurait été meilleur? Parce qu'il avait un revers à une main aussi, lui. Je crois que le débat n'était pas tellement... C'était fini. Lily Tager, quand même. Lily Tager, on va la suivre. Oui, et si elle continue à monter, tant mieux. Ce sera une pub pour le revers à une main chez les femmes, qui est bien plus en danger que chez les hommes. Oui. Voilà. C'était le mot de la fin. C'était un plaisir. C'est fini. On parle plus de Miami, on parle pas du Alcaraz Fonseca au deuxième tour. Si tu veux dire un petit mot, puisque ça a encore gagné le premier tour. Bah oui. Attention. Mais c'est ce match-là qui fait saliver tout le monde. Oui, et il a bien tenu Fonseca face à Sinner. On va s'attaquer à nos pronos là maintenant. Exactement. On a tout l'après-midi pour faire ça. Et avant on peut saluer, on peut l'applaudir d'ailleurs, parce qu'elle a gagné le concours. Avant, on remettait le prix normalement. Ou le cadeau, on ne sait pas trop. Et j'avais bien senti Medvedev contre Alcaraz, et c'est là que j'ai fait la différence. Il faut remercier aussi Sébastien Petit, côté régie. Quel champion, le champion de cette émission. Tu veux dire un petit mot pour Miami ou... Ah non, Indian Wells, j'ai fini dernier moi au concours des pronos. Un petit pronostic sur Miami alors.
Chacun, un mot. Non, moi, ça, c'est un pronostic difficile. Ouais, C'est c'est difficile. l'enchaînement. On on en parle. Donne pas vu le tableau. Ah, le là. double Chaque sunshine, année, il non, vient mais de bah c'est si, c'est un Sinner. enchaînement. Sinner. Sinner, il fait le Sinner. double sunshine. Ah, Ce c'est serait pas mal, fort. ça. Ouais, ce serait très fort. C'est C'est un enchaînement Djoko n'est pas là. compliqué. Ouais. Mensik gagnera pas. Il va pas conserver son titre. Ouais. Gros risque à pris. Ouais. Ouais. Je pense que je vais te suivre là-dessus aussi. Allez, Sinner alors. Yannick Ouais, Sinner, je suis d'accord avec ce serait beau. Kwame C'est en le meilleur demi. joueur du monde sur dur. Il va le prouver peut-être à Miami. Et ben on verra tout ça la semaine prochaine déjà, puisque à Ah, mi-parcours. mais ça y est, Alcaraz On a perdu aura un un match. retour Il va gagnant. perdre Il est fini, on en parle systématiquement. plus. Et Sinner a gagné le C'est tournoi. la Il va crise. tout gagner. Alcaraz, il va tout gagner. est-ce la crise? Le thème Sinner du va prochain tout retour gagner. Ça y gagnant. est. On se retrouve mardi prochain Culture pour de en parler. l'instant. Allez. Merci Bertrand, merci Justine, merci, Merci Olivier. à C'était un tous les trois. plaisir. Merci beaucoup. Et merci à Seb, notre champion, à tous, en régie derrière. Bye bye. Nocturnus.